Bonjour à toutes et à tous. Donc, je commencerai en remerciant chaleureusement Marie et Marcel de nous donner l'opportunité à Nicolas Roche et à moi-même de vous présenter les travaux qui ont été réalisés en santé respiratoire ces dernières années. Donc, on va vous faire une présentation à deux voix en essayant d'être au mieux pour faire l'écho du travail réalisé par nos collègues et par tout le groupe respiratoire. Donc, on va vous parler d'asthme, de rhinite et de toux. Donc, alors pourquoi on s'intéresse aux maladies respiratoires chroniques? Eh bien, on s'intéresse aux maladies respiratoires chroniques parce qu'elles prédisent fortement la santé et le bien-être en général. Et puis aussi, ce sont de très très bons modèles d'études de maladies chroniques tout au long de la vie. Lors des deux derniers Global Burden of Disease, publiés dans le Lancet respectivement en 2018 et 2020, on a une estimation d'à peu près 270 millions d'asthmatiques dans le monde, cette maladie étant la 28e cause de handicap. Et quant à la bronchopneumopathie chronique obstructive, labellisée BPCO dans le reste de l'exposé, elle touche à peu près le même nombre de personnes, 280 millions de personnes, et c'est la 3e cause de décès. Pour la rhinite, la prévalence moyenne est évaluée environ à 30%, et on a beaucoup moins d'informations concernant la rhinite non allergique. Alors, ces pathologies, il y a beaucoup de recherches qui est à l'heure actuelle développée, mais néanmoins, il reste quand même de sacrées questions, notamment autour de la caractérisation phénotypique, parce que ce sont des maladies très hétérogènes, au niveau des facteurs de risque, ceux émergents et même ceux qui sont déjà un peu mieux connus, parce que ce sont des maladies multifactorielles, et puis il y avait très très peu de données concernant le fardeau économique. Alors, à partir de ces constats qui suggèrent quand même un impact très important de ces maladies sur la santé publique, finalement, les objectifs dont on va vous parler, il y en a d'autres, ce n'est pas exhaustif la liste que vous allez voir, il y en a d'autres qui sont work in progress, comme on dit en mauvais français, donc travail en cours. Donc, les objectifs dont on va vous parler, c'est premièrement, quelle est la prévalence de l'obstruction bronchique dans la population, puisque finalement, les maladies asthme et BPCO ont en commun d'être définies par une obstruction bronchique qui est permanente ou variable selon le cas. Deuxième objectif, c'est quelle est la prévalence plus précise des différentes maladies auxquelles on s'intéresse et dont Rachel vous a parlé, et quelles sont les caractéristiques de ces maladies. Est-ce qu'on peut faire des regroupements phénotypiques pertinents? Donc ces maladies, c'est la rhinite, l'asthme, la BPCO, et puis les overlaps, là encore en mauvais franglais, donc les recouvrements entre ces maladies, que ce soit l'asthme et la rhinite qui ont en commun l'allergie, l'asthme et la BPCO qui ont en commun l'obstruction bronchique. Troisième objectif, quels sont les facteurs de risque de ces différentes maladies? On sait que ce sont, comme beaucoup de maladies chroniques, des maladies qui sont liées à des interactions gène-environnement. Il y a beaucoup de facteurs de risque environnementaux qui ont déjà été identifiés. D'autres restent à identifier ou à préciser, que ce soit des facteurs de risque en rapport avec la pollution atmosphérique, la pollution, les polluants professionnels ou les polluants domestiques. Et puis, un autre sujet qui nous a intéressés, qui est beaucoup moins étudié dans la littérature, c'est la toux chronique. Et en particulier, une forme relativement rare, heureusement, de toux chronique qui est extrêmement invalidante, pas du tout mortelle, mais extrêmement invalidante, qui est la toux chronique rebelle. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on dispose actuellement de très très peu de diapos. De données, pardon, pas de diapos. Les diapos, on en a quelques-unes que je vais vous montrer. On supprime pour supprimer l'écho, c'est ça? Et puis, dernier point dont on vous parlera, c'est les aspects médico-économiques de ces différentes affections qui, bien sûr, sont extrêmement importants si on veut pouvoir après définir des politiques de santé publique pertinentes. Je repasse la parole à Rachel. Alors, je sais pas ce qu'on m'a dit avec le micro, mais on va voir, ça marche là? Bon, bon, comme on dit, avant de récolter, il faut pouvoir semer. Donc, dans la cohorte Constance, comment a été évaluée la santé respiratoire? Eh bien, il faut savoir qu'à l'inclusion, donc on a des questionnaires détaillés, donc les participants ont répondu à des questionnaires détaillés sur la santé respiratoire et 2 ou 3 questions générales sur la rhinite.
Ils ont aussi une exploration fonctionnelle respiratoire dont Nicolas vous donnera quelques résultats ensuite. En 2014, dans le questionnaire annuel de 2014, a été posé des questions très détaillées sur la rhinite. Et puis ensuite, au questionnaire de réinvitation, c'est-à-dire tous les 4 ans, il y a les mêmes questions que le questionnaire à l'inclusion et ont été rajoutées des questions sur le contrôle de la maladie, à savoir l'asthme et la BPCO. Alors, une des questions cruciales compte tenu du sujet, qui est les maladies respiratoires qui aboutissent à une obstruction bronchique, donc un rétrécissement du calibre bronchique, c'est qu'il faut pouvoir le mesurer. Donc il faut faire appel à un outil qui s'appelle la spirométrie, qui est une composante, qui est la composante finalement la plus simple de l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui comprend plein d'autres types de mesures. Donc la spirométrie, qui est une mesure de la quantité d'air qu'on est capable de faire entrer-sortir de nos poumons et de la vitesse à laquelle on est capable de faire sortir cet air. Cette spirométrie va nous permettre le diagnostic de l'obstruction bronchique. On a des critères chiffrés, le rapport entre deux variables, le volume expiratoire maximal à la première seconde de l'expiration, qui est en fait un débit instantané qui est freiné en fait quand il y a une obstruction bronchique, divisé par la capacité vitale, qui est la totalité de volume qu'on est capable de mobiliser. Et donc ça, on a un seuil qui est soit un seuil fixe, soit un seuil en fonction des limites inférieures de la normale. On ne va pas rentrer dans le détail. Quoi qu'il en soit, le point qui est extrêmement important, c'est que pour pouvoir faire un diagnostic d'obstruction bronchique, il faut avoir une spirométrie de bonne qualité. Et je vous ai dit, la spirométrie, on mesure le volume qu'on est capable de faire entrer-sortir, le débit avec lequel on est capable de le faire sortir. Donc, ça nécessite une coopération du sujet et ça nécessite aussi une expertise de la personne qui fait souffler le sujet en question, de façon à s'assurer que les courbes qui vont être obtenues, les mesures qui vont être obtenues, sont fiables. Donc ça nécessite, ça s'invente pas, ça nécessite une vraie formation et ça nécessite aussi, avant la formation, d'avoir mis en place des procédures standardisées. Donc c'est le chemin qui a été suivi, mise au point de procédures standardisées. Il y a des recommandations dans la littérature qui existent, mais il faut aussi s'assurer de leur applicabilité dans le contexte particulier des centres de santé. Formation, avec des formations sur site ou à proximité des sites pour qu'il y ait non seulement une formation théorique, mais une formation pratique qui est absolument cruciale. Et ensuite, il y a eu des vagues de contrôle qualité qui ont été faits pour s'assurer que les mesures qui étaient obtenues avaient une fiabilité suffisante pour pouvoir être utilisées pour faire des estimations de prévalence, de sévérité de la maladie. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est des données sur une vague d'estimation. Donc, vous avez un nombre de spirométries qui avait été étudié à l'époque de plus de 20 000, avec un taux de spirométrie qui avait été déclaré acceptable. Je ne vais pas vous expliquer l'intégralité des critères de qualité, ce n'est pas l'objectif, mais qui avait été déclaré acceptable par 70%, 71% précisément, avec des taux de reproductibilité, puisqu'il faut faire plusieurs mesures pour être sûr que la qualité est bonne, et il faut que ces mesures soient reproductibles pour qu'on puisse se dire que ça correspond réellement à justement la réalité du patient. Donc des chiffres que je vous ai montrés, je vous dirai après ce qu'il faut en penser. Et puis après, on a eu aussi des contrôles qualité, je dirais manuels, où on a repris à la main un certain nombre d'examens, entre 2 et un peu plus de 300, que vous voyez là, pour voir si ces examens correspondaient réellement aux exigences qualité qui sont extrêmement strictes. Vous voyez les chiffres, alors on a des critères, vous les voyez maintenant, début d'expiration correct, absence d'artefacts, il ne faut pas tousser pendant l'expiration par exemple, il faut avoir une durée d'expiration suffisante, toutes les machines ne le fournissent pas malheureusement, il faut pouvoir évaluer la reproductibilité et une fois qu'on l'a évaluée, il faut pouvoir la confirmer. Et donc vous voyez des chiffres qui globalement sont tous au-dessus de minimum 70%, mais la plupart se rapprochent ou dépassent les 90%. Donc, après, c'est toujours la question. On n'est pas à 100%, c'est vrai, mais personne n'est à 100%. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une manœuvre qui est dépendante du patient, du sujet plutôt, et de la personne qui fait souffler. Donc on ne peut pas être à 100%. Et quand on compare avec toutes les études qui sont faites en population ou qui ont été faites en population, finalement, on est sur des très bons résultats. On peut donc conclure que les données qu'on obtient sont de très bonne qualité, très suffisantes pour pouvoir en tirer des conclusions pertinentes. Alors, première chose, une fois qu'on a dit que les données étaient de qualité, c'est quelle est la fréquence de l'obstruction bronchique dans la population à partir des
patients, des participants, pardon, ça c'est mon réflexe de médecin, j'arrête pas de parler de patients. Donc de participants qui, heureusement pour eux, ne sont pas tous des patients, c'est même une minorité. Et donc vous voyez qu'on avait une proportion de 4,6% qui avait un trouble ventilatoire obstructif. Donc si vous rapportez ça à la population française, c'est des chiffres énormes. Et le plus important ou impressionnant, c'est que les 2/3 de ces patients, 64% en réalité, pour être précis, n'avaient aucun diagnostic, c'est-à-dire qu'ils se baladaient dans la rue sans savoir le moins du monde qu'ils étaient atteints d'une obstruction bronchique. Et ça, c'est extrêmement important pour déclencher ou documenter les politiques de santé publique. Alors après, on a essayé de savoir quelles étaient les différences entre les personnes qui étaient diagnostiquées avec une maladie, donc là on peut parler de patients, et puis les sujets qui étaient diagnostiqués lors de leur visite dans le centre avec une obstruction bronchique, mais n'avaient aucune maladie documentée. Et ce dont on s'est aperçu, qui n'était pas forcément très étonnant, c'est que les non diagnostiqués sont les moins sévères sur le plan fonctionnel respiratoire, heureusement, sont les moins sévères aussi sur le plan symptomatique, ils sont plus volontiers asymptomatiques, ceux qui n'ont pas de diagnostic, et ils sont plus volontiers fumeurs. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, ce qui correspond là encore probablement à une réalité, que les fumeurs se cachent un peu et cherchent moins à se faire diagnostiquer une maladie dont ils savent très bien qu'elle est en rapport, ou potentiellement en rapport en tout cas, avec le tabac. Donc un sous-diagnostic extrêmement important, une fréquence très élevée de l'obstruction, un sous-diagnostic extrêmement fréquent également, et donc importance de promouvoir la spirométrie et de promouvoir aussi la détection un peu active des symptômes chez des gens à risque, notamment les fumeurs ou des personnes allergiques qui consultent, pas forcément pour ça, et plus volontiers pour autre chose. Prévalence de l'asthme, donc prévalence de l'asthme toujours bien évidemment dans la cohorte Constance, 34 000 participants qui avaient été inclus entre 2013 et 2014, diagnostic d'asthme dans la vie, à un moment quelconque, lointain ou proche, 12,5%, diagnostic d'asthme actuel, donc là c'est asthme récent, avec des symptômes et ou des traitements dans la dernière année, donc selon la définition qu'on utilise, entre 6 et 9%. La surcharge pondérale et l'obésité augmentent le risque d'asthme. Ça, c'est quelque chose qui avait été montré dans d'autres études, qui a été confirmé ici, qui est aussi très important. Et on voit avec l'âge une diminution du risque d'asthme chez la femme, beaucoup plus que chez l'homme. Donc il y a des différences, homme-femme, c'est une des différences, il y en a beaucoup d'autres, dans le risque d'asthme et de l'expression de l'asthme. Et d'ailleurs, dans cette étude qui avait été dirigée par Marie-Christine Delmas à Santé publique France, ce qu'on a vu très nettement, on va montrer la conclusion tout de suite, c'est un impact très fort des conditions socio-économiques sur le risque d'asthme chez la femme. C'est une donnée intéressante. Chez l'homme, non, mais chez la femme, oui. C'est très probablement multifactoriel. C'est lié à des expositions, peut-être aussi à des facteurs génétiques de prédisposition différents, mais en tout cas très certainement à des expositions. Et Rachel vous parlera de probablement certaines de ces expositions où le risque d'exposition est différent entre l'homme et la femme. Alors, on va passer dans l'hétérogénéité de la pathologie. Alors, l'asthme, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie hétérogène. Et parmi les différents phénotypes qui existent, on s'est intéressé aux phénotypes inflammatoires qui peuvent être identifiés à partir des éosinophiles et des neutrophiles circulants. Et pour ce faire, on a travaillé sur un peu plus de 15 000 participants qui avaient déclaré un asthme actuel à l'inclusion. Et alors, en caractérisant ces participants à partir de leur nombre de neutrophiles, vous voyez, entre 5 000 au-dessus ou en dessous de 5 000 pour les neutrophiles et en dessous ou au-dessus de 250 pour les éosinophiles, on a identifié 4 phénotypes inflammatoires. Celui qu'on a appelé paucigranulocytique, avec peu de cellules inflammatoires circulantes, les deux. Ceux uniquement neutrophiliques, ceux éosinophiliques ou les mixtes avec les deux types de cellules élevées. Et on a identifié et caractérisé ces phénotypes. Le phénotype neutrophilique, enfin tous les phénotypes par rapport au phénotype paucigranulocytique, montrait que le phénotype neutrophilique, lui, était plutôt associé à un réveil dû à une quinte de toux, à la bronchite chronique et à une dyspnée au stade 3. Le phénotype éosinophilique étant associé aux crises d'asthme, au score de symptômes d'asthme, à deux types de réveil, celui avec une gêne respiratoire et celui dû à un essoufflement. Et quant au phénotype mixte, lui, il était associé aux crises d'asthme et au score de symptômes d'asthme. Et vous voyez que le phénotype éosinophilique, et ce n'est pas Nicolas qui va me contredire, qui est celui qui est le plus utilisé, plus étudié, en fin de compte ne représente entre guillemets
que 33% des phénotypes d'asthme. Il y en a qui sont 57% sans avoir de flux inflammatoire élevé, et le phénotype neutrophilique était quand même assez important. Alors ces résultats sont importants parce qu'ils montraient pour la première fois dans une étude en population générale qu'on pouvait caractériser ces phénotypes comme on le fait en clinique. C'est assez, entre guillemets, facile à faire puisque ça peut se faire à partir d'une numération formule sanguine. Et puis, c'est très intéressant aussi pour étudier l'étiologie de l'asthme, puisque la voie éosinophilique et la voie neutrophilique sont deux voies différentes, et on peut donc essayer de mieux comprendre par quel mécanisme certains facteurs environnementaux affectent l'asthme, et c'est ce qui se fait maintenant dans des projets, à la fois avec l'exposition aux moisissures d'une part, et aussi l'exposition aux expositions professionnelles. Alors, environnement, il y a des travaux qui ont été réalisés, notamment sur les expositions professionnelles. Alors, exposition professionnelle aux solvants et les symptômes d'asthme dans la cohorte constante. Donc, c'est un travail qui a été réalisé chez un peu plus de 115 000 participants, pour lesquels il y avait 54% de femmes. Et ce travail a montré que les hommes étaient plus exposés que les femmes à au moins une fois un solvant au moins une fois au cours de leur vie professionnelle. On retrouvait dans cette étude la prévalence qui avait été montrée tout à l'heure, environ 9% d'asthme actuel, et il y avait plus de 30% des participants qui avaient au moins un symptôme d'asthme. Alors, le travail, je vous en fais juste un petit extrait, mais que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, que ce soit par évaluation, par questionnaire ou par une matrice emploi-exposition, l'exposition à un solvant au cours de la vie professionnelle était associée de manière significative et positive à un score plus élevé d'asthme, et ce soit aussi, quelle que soit la probabilité d'exposition avec la matrice emploi-exposition. Et les résultats étaient similaires chez les hommes et chez les femmes. Et donc, ce travail montrait que l'exposition au solvant était associée donc à ce score et que devrait être systématiquement recherché lors de la prise en charge d'un asthmatique, notamment dans les consultations auprès des professionnels de santé. Alors, il y a la pollution de l'air, comme a dit Emeline tout à l'heure, il y a l'exposition professionnelle, mais il y a aussi l'exposition dans l'air intérieur. Et Dieu sait si on passe un certain temps dans les airs intérieurs. Et là, il y a un travail qui s'est intéressé à l'utilisation de produits de nettoyage et de désinfection. Chez 43 500 participants, 56% étant des femmes, 6 types de produits avaient été, et de formes avaient été investigués. Les produits irritants, les produits parfumés, les produits verts, les produits faits maison, et puis aussi l'utilisation de sprays et de lingettes désinfectantes. Et l'utilisation hebdomadaire de ces produits ou de ces formes était entre 11 et 37%. Alors, il y avait une première partie du travail qui montrait que le fait d'utiliser de manière hebdomadaire ces produits ou ces formes était associé à une augmentation du risque d'asthme avec une tendance positive en fonction de la fréquence d'utilisation, c'est-à-dire en fonction de moins de 3 jours ou plus de 3 jours de manière hebdomadaire. Et la deuxième partie du travail qui a été fait, c'est de regarder l'utilisation de lingettes désinfectantes, de produits parfumés, de produits écologiques ou de produits faits maison, en fonction qu'ils étaient soit utilisés seuls, soit utilisés en co-exposition avec des produits irritants. Et vous voyez qu'ici, qu'il y a une augmentation avec le risque d'asthme et qu'à l'exception des produits écologiques ou des produits faits maison, les lingettes désinfectantes seules et les produits parfumés en utilisation seule ont déjà une augmentation du risque. Donc ce travail, ce qu'il montrait, c'est qu'il semblait moins nocif, entre guillemets, d'utiliser des produits liquides que des sprays ou des lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi et d'utiliser des produits verts que des produits conventionnels. Un travail maintenant fait sur la rhinite, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la caractérisation de la rhinite, que ce soit sa prévalence ou les caractéristiques phénotypiques, était très très peu connue concernant la rhinite non allergique, et concernant la rhinite allergique, il y avait très peu d'études en population générale. Donc là, à partir du questionnaire annuel de 2014, chez 21 000 participants,
53 ans en moyenne, 55% de femmes. On a pu identifier la prévalence de la rhinite vie, la rhinite actuelle, la rhinite allergique, la rhinite non allergique, mais aussi étudier sa sévérité, sa saisonnalité, sa persistance et les déclencheurs. Et on a aussi inclus dans l'étude le fait d'avoir un asthme vie ou non et de la conjonctivite vie ou non pour essayer d'affiner les phénotypes de la rhinite. Et globalement, les résultats, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que la prévalence de la rhinite allergique était environ 28% dans Constance, donc proche des fameux 30% en moyenne que je vous ai dit. Et ils ont montré aussi 11% pour la rhinite allergique. Nous avons retrouvé des caractéristiques qui étaient connues des cliniciens, mais nous avons aussi mis en évidence des données chiffrées nouvelles pour la première fois sur la persistance et la sévérité en population générale. Et nous avons identifié des sous-phénotypes nouveaux en incluant le statut d'asthme-vie et le statut de conjonctivite-vie dans l'identification des phénotypes. Et donc ces résultats permettent non seulement une meilleure prise en charge de la rhinite, mais aussi une meilleure compréhension de son étiologie. Alors, je vais vous parler maintenant de deux sujets qui sont toujours en lien avec les maladies respiratoires, évidemment, en commençant par l'asthme et un travail qui a été mené pour élucider, si on peut dire, le fardeau de l'asthme dans la population. Alors, vous voyez, très grosse population, plus de 160 000 participants, parmi lesquels les asthmatiques ont été identifiés à partir de questionnaires et appariés à des sujets témoins non asthmatiques. Population qui était en moyenne de 46 ans, 44% d'hommes. Et ce qui a été fait aussi, c'est de croiser les traitements que recevaient ces patients avec les grilles ou les classifications de sévérité de l'asthme, qui en fait est la classification actuelle de GINA. GINA, c'est le Global Initiative for Asthma, c'est les recommandations qui ne sont pas des recommandations, mais des propositions sur la prise en charge de l'asthme à l'échelon mondial. Et donc, il y a une catégorisation de la sévérité en fonction du traitement que reçoit le patient, qui est une sorte de proxy pour la sévérité. Et donc, ce qu'on voulait, c'est savoir quel était le poids de la maladie de manière générale, notamment en fonction des différents stades de sévérité. Donc, ce qu'on a montré, on pouvait s'y attendre, c'est que les patients asthmatiques comparés aux sujets témoins appariés avaient une fonction respiratoire moins bonne, avaient plus de comorbidités cardiovasculaires et avaient plus de comorbidités psychologiques, notamment de dépression, notamment de tentatives de suicide. Il y avait en parallèle une diminution de l'activité physique quotidienne, ce qui là encore est relativement instinctivement logique, mais c'est bien de disposer de données de ce type-là dans la population française. Et puis, si vous regardez la partie basse du graphique, ce que vous voyez, c'est les coûts. Donc les dépenses de santé qui sont liées d'une part aux dépenses ambulatoires, d'autre part aux dépenses hospitalières. Et vous voyez ça pour les témoins, pour les asthmatiques, tout venant asthmatiques actuels, et pour les patients de stade, là je me suis borné à mettre les deux extrêmes, c'est-à-dire GINA 1 et 2 qui sont les moins sévères d'après le poids de traitement qui leur est prescrit, et GINA 5 qui sont les asthmes sévères. Ces asthmes sévères, vous voyez que le chiffre est petit, il y en avait un peu plus de 150 sur l'ensemble de la population, donc il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont un poids, si vous regardez les chiffres des dépenses de santé en bas à droite, ils ont un poids qui est beaucoup plus important, puisqu'ils sont 3 fois plus coûteux que l'ensemble de la population asthmatique et 4 à 5 fois plus coûteux que des personnes témoins appariées. Donc un poids qui est réel, à la fois sur le plan symptômes, fonction respiratoire, ce que vous voyez en haut, et sur le plan dépenses de santé. Et donc ça, c'est des données qui sont extrêmement importantes, puisqu'il y a des traitements qui sont développés spécifiquement pour les asthmes sévères, qui sont des biothérapies à base d'anticorps monoclonaux, anti-cytokines de l'inflammation et eosinophiles notamment. Et ces traitements sont très coûteux de par leurs caractéristiques même et les difficultés ou la complexité de leur développement. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir disposer de données médico-économiques pour savoir un peu quelle est, entre guillemets, c'est pas un joli terme, mais la rentabilité de ces traitements qui, par ailleurs, permettent d'éviter des hospitalisations dont on voit les coûts importants. Donc des données qui sont importantes. Et une dernière étude dont je voulais vous parler, c'est celle sur la toux chronique réfractaire. Donc toux chronique réfractaire, c'est les gens qui toussent tout le temps.
qui ne peuvent pas s'en empêcher et qui peuvent être extrêmement invalidés au point de ne plus sortir de chez eux, plus avoir aucune activité sociale. Donc ça peut être extrêmement pesant. Et là encore, il y a des tout nouveaux traitements qui ne sont pas encore disponibles, puisque pour l'instant, on est très dépourvu sur le plan thérapeutique, des nouveaux traitements qui sont en train d'être développés. Et donc c'est d'autant plus important de savoir quel est le poids de cette affection, qui n'est pas vraiment une maladie en tant que telle, c'est plus un symptôme, mais qui peut être extrêmement donc invalidant. Donc, à partir de questions de screening qui sont présentes dans le questionnaire santé de Constance, des tousseurs à un moment de leur vie ont été identifiés, ont reçu un questionnaire avec beaucoup plus de détails sur les questions justement sur la toux et son retentissement, et eux aussi ont été appariés à des sujets témoins non tousseurs. On a retrouvé, et ça c'est très rassurant, ce qui était montré dans d'autres études, aucune en France, sur les causes de toux chronique. Là, on parle des toux chroniques tout venant. Donc les causes qui sont le reflux gastro-œsophagien, l'asthme, la rhinosinusite et la BPCO. Donc ça, c'est vraiment les grands classiques qu'on retrouve partout. Et donc ça montre simplement que notre population correspond à ce qui est étudié ailleurs dans la littérature. Si on regarde maintenant le poids, en termes à la fois de comorbidité et de consommation médicamenteuse, eh ben on voit beaucoup plus de dépression sur la gauche, beaucoup plus aussi de consommation d'antiacides, inhibiteurs de la pompe à protons, d'antihistaminiques, anti-allergiques, donc de corticoïdes inhalés qui sont la base du traitement de l'asthme. Et puis on voit, c'est en plus petit sur l'échelle, donc un peu écrasé, mais on voit une différence aussi de consommation de soins en termes de consultation médicale. Ce qu'on voit aussi, c'est que donc, cette augmentation des consultations médicales, c'était 35% de plus que dans la population témoin. Et on voit un coût de l'ensemble des traitements symptomatiques qui est multiplié par 4 dans cette population. Donc là aussi, ça nous dit qu'il y a réellement un poids. Donc si on résume tout ça, je ne vais pas reprendre évidemment tous les résultats, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un volet de ces travaux sur l'asthme, qui est un gros volet assez développé maintenant, qui a été fait dans Constance, dont une partie, je ne vous ai pas dit, mais les 2 dernières études que je vous ai montrées sont faites avec des partenariats avec des entreprises privées. Donc, beaucoup de données nouvelles sur l'asthme, le poids du niveau socio-économique, l'impact sur l'activité physique, le lien avec des comorbidités, qui sont des données qui sont des données originales dont on ne disposait pas en France notamment, et pour certaines ailleurs. Le coût, ça c'est quelque chose qui est connu, plus on est sévère, plus on est entre guillemets coûteux, mais là on peut chiffrer ça. Et puis une grande hétérogénéité de la maladie que sur un plan clinique on perçoit très bien, mais c'est extrêmement important de savoir à l'échelle d'une population ce que ça représente et le lien entre les différents facteurs de risque et cette expression clinique hétérogène de la maladie. Rhinite, très fréquente, ça je pense que si on compte dans la salle on va en trouver plein, et l'impact de la pollution est extrêmement important, et c'est des choses qui sont très, très intéressantes. La toux, les tousseurs chroniques, je ne sais pas si vous en connaissez, a priori à l'oreille, il n'y en a pas dans la salle. Il y a des tousseurs normaux, mais pas de tousseurs chroniques rebelles. Mais la toux est associée à plus de dépression, à plus de consommation médicamenteuse, et d'une manière qui maintenant est chiffrée, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis on vous a parlé aussi au début du sous-diagnostic majeur de l'obstruction bronchique, qui pose un vrai problème de santé publique, parce que quand ce n'est pas diagnostiqué, c'est plus difficile à prévenir, et par définition, ça n'est pas traité. Et pour finir, donc quelques petits spots par rapport aux posters qui sont affichés le long du corridor extérieur. Donc vous aurez, si vous voulez regarder plus en détail, des posters sur l'exposition professionnelle aux solvants et l'asthme, l'exposition domestique aux produits de nettoyage ou les moisissures et l'asthme, la caractérisation de la rhinite et les posters sur l'exposition professionnelle, la pollution atmosphérique et la rhinite, ainsi que j'ai vu aussi un poster sur le fardeau de l'asthme. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, quand il y aura le diaporama, voici la liste des publications inhérentes aux travaux qu'on vous a présentés. Donc, je finirai tout simplement en remerciant toutes celles et ceux qui participent à la mise en place, au recueil des données, au suivi. Donc, bien sûr, en premier lieu, les gens qui sont dans les CES, mais également, bien sûr, les participants, à certains piliers de l'UMS 11 avec lesquels j'échange souvent et fréquemment, et merci infiniment, au groupe respiratoire Constance, à tous les financeurs de nombreux projets de thèse et de projets aussi qui ont été financés en santé respiratoire, à Marine, petit clin d'œil pour la charte graphique, et puis à vous toutes et tous pour votre attention. Je vous remercie.